Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Une nouvelle étape du développement urbanistique du site de Tour et Taxis est annoncée. L'enquête publique est en cours. Elle se terminera le 6 mars. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le projet prévu est loin de faire l'unanimité. Le promoteur et les opposants à cette urbanisation sont sur notre plateau ce soir pour en débattre. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Peter de Durpel, bonsoir. Vous êtes le directeur opérationnel de Nextensa. Nextensa, c'est le propriétaire du site de Tour et Taxis. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Til van Giesegem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission en urbanisme à Interenvironnement en Bruxelles. Avant de vous donner la parole, messieurs, je voudrais d'abord vous montrer ce de quoi il s'agit. En quoi consiste la nouvelle urbanisation de Tour et Taxis telle qu'elle est prévue dans l'enquête publique. Regardez ce reportage qui détaille le projet. C'est un site qui est en chantier depuis des années. Côté gare maritime, c'est presque terminé, mais par ici, cela doit encore commencer. À l'avenir, voici à quoi cela doit ressembler. Une série de nouvelles tours, des bureaux, ils seront occupés par Proximus, et puis aussi et surtout, 1000 logements. Au bord du parc, on reste plus ou moins au niveau du bâtiment de Bruxelles Environnement, donc 24 mètres maximum à fond du parc. Par contre, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du parc, on peut monter avec une exception, avec une tour qui va maintenant monter à 120 mètres, grosso modo, qui va être une tour de logement. 120 mètres, c'est presque aussi grand que la fameuse tour Upside, un nouveau quartier proche du centre, bâti autour du parc, avec aussi un choix assumé, mixer les affectations. C'est des activités de ville et côté bassin Vergote, avec le nouveau village de la construction, là on est vraiment dans des activités industrielles compatibles avec le logement, mais de nouveau juste à côté, juxtaposées, avec toute une série de perspectives et de cheminements qui sont prévus pour éviter des formes de ghettoisation entre ces activités. Mais l'enjeu, c'est peut-être aussi d'éviter la ghettoisation sociale. Les logements ici seront bien souvent haut de gamme, au bord du quartier maritime très populaire. Et peu de logements sociaux sont prévus. Avec autant de nouveaux habitants, il faudra aussi développer la mobilité. Un nouveau tram 15 est bien prévu, mais les travaux n'ont pas encore commencé. Voilà, ça fait beaucoup de sujets de débat en perspective. Une question pour commencer avec vous, Peter. 16 bâtiments supplémentaires. Pourquoi autant de bâtiments ? Eh bien, tout d'abord, on ne peut pas oublier que tout est dans ce cadre d'un plan particulier d'aménagement du sol, un PPAS. Ce PPAS a été approuvé en avril 2017 et ce PPAS détermine en fait les règles, les hauteurs maximales, la densité, mais aussi l'affectation et la répartition des différentes fonctions. Et ici, il s'agit des bureaux, du résidentiel, de l'équipement public et naturellement... Et donc, votre argumentaire, c'est de dire on respecte le PPAS, donc tout ce qui est prévu est permis par le plan particulier d'affectation du sol. Oui, c'est ça qui nous donne le cadre urbanistique et dans lequel le projet Lakeside a été conçu. Oui, alors pour vous, la densification est trop importante ? Oui, elle est trop importante, d'autant que cette densification se fait toujours à sens unique. C'est toujours une densification qui va dans des quartiers qui sont déjà parmi les plus peuplés, les plus densément peuplés de la région. Alors le site de Tour et Taxis en lui-même n'est pas densément peuplé, mais tout autour, les quartiers de Molenbeek sont parmi les plus densément peuplés de la région. Et donc on a toujours une sorte de... En fait, une mixité sociale à sens unique, c'est-à-dire de construire des logements haut de gamme dans des quartiers populaires et beaucoup plus rarement des logements sociaux ou des logements publics dans des quartiers de deuxième couronne. Oui, là vous parlez d'une densité de population jusqu'à 20 000 habitants au kilomètre carré, c'est beaucoup plus que la moyenne régionale ? En tout cas, sur les quartiers directement aux alentours, on a le double de la densité de la moyenne régionale. Alors on entend le promoteur qui dit nous on fait que respecter le plan particulier d'affectation du sol. Pour vous, il faudrait combien de bâtiments supplémentaires ? Là on en prévoit 16. Pourquoi c'est trop pour vous ? En fait, ce n'est pas qu'il faudrait des bâtiments supplémentaires, le problème c'est le programme qui a été fait dans ce PPS. Donc en fait, il faut un peu retourner en arrière pour comprendre. Il y a un péché originel qui est la vente du terrain en 2001, qui était un terrain public, qui était un terrain qui appartenait à la SNCB et au port de Bruxelles, qui a été vendu pour 43 millions d'euros pour avoir des liquidités à court terme, mais sans vision à long terme. Et c'est un terrain industriel qui a été vendu à un prix industriel pour ces 30 hectares. Et juste après la vente, on a modifié en fait
l'affectation du sol en permettant d'y faire du bureau, du logement, du commerce. Et donc on a fait augmenter très très fort la valeur du terrain sans capter aucune plus-value. Donc il y a déjà un premier problème de gestion des pouvoirs publics à ce niveau-là. Donc là, on est quand même bien avant le PPS. Ça, ce n'est pas la responsabilité du promoteur, c'est les pouvoirs publics que vous mettez en cause. Mais je pense que dans ce dossier, il y a plein de problèmes de gestion des pouvoirs publics. Le promoteur est là pour faire un projet qui maximise les profits et ses marges, ce qui est son but. Et le problème, c'est que ce n'est pas assez cadré par les pouvoirs publics. Oui, alors on parle justement de maximisation des profits. C'est ce que vous reprochent les opposants au projet. Vous répondez quoi à ça? Ce PPS détermine aussi les différentes zones. On doit respecter les zones de parc. D'ailleurs, je ne connais aucun acteur privé qui fait autant pour Bruxelles. C'est-à-dire, il y a un parc privé qui est entretenu, qui est géré par nous, qui est toujours ouvert au public, parce que dans le temps, c'était aussi une discussion. Non, c'est ouvert au public et tout le monde est le bienvenu. Même chose pour la gare maritime. Mais ça veut dire aussi qu'on doit densifier dans les zones où on peut développer, aussi pour respecter le minimum de logements qu'on doit réaliser suivant ce même PPAS. Il faut effectivement aller plus en hauteur. Ouais, ici, en fait, avec ce projet Lakeside, on est à peu près à 800 logements neufs, c'est ça? Oui, environ, non, 737 pour être précis. Oui, donc 737. Et pour vous, ce n'est pas trop de logements à cet endroit? Parce qu'il y a déjà eu une première phase d'urbanisation. Effectivement, et je me souviens dans le temps du permis de Parkland, donc juste à côté de la gare maritime, on a eu les mêmes critiques. Là aussi, on parle de 16 bâtiments d'ailleurs. OK, ils ne sont pas aussi hauts que Lakeside, mais avec la même densification. J'invite tout le monde pour aller venir voir. Ils sont presque tous vendus. Et fin de cette année-ci, on aura environ 780 familles qui vivront là-bas. Oui, alors on entend l'argument du promoteur, c'est que la densification est soutenable. Votre réaction? Cette densification qui est permise par le PPS, pour nous, le problème, c'est qu'il y a très peu de contreparties publiques, en fait. Avant ce PPAS, il y a eu tout un schéma directeur qui était un plan d'orientation stratégique qui devait concilier l'ambition du promoteur d'avoir un site d'ampleur régionale attractif et les besoins locaux du quartier. Et au moment du PPS, on s'est complètement assis sur toute cette dimension de besoins locaux du quartier. Les logements sont des logements haut de gamme, la portion de logements abordables est congrue, voire la portion de logement social est inexistante. Oui, alors on va y venir sur ce volet de la cherté et du prix des logements, on va y venir dans un instant, mais d'abord sur la question de le projet n'est pas ouvert sur le quartier et il reste finalement, il y a un risque de ghettoisation. Votre réponse par rapport à ça? Je fais de nouveau référence à Park Lane, où il y a 50% d'investisseurs aussi pour desservir le marché locatif et 50% de familles, de jeunes gens qui viennent vivre à Tour et Taxi. Donc il y a une grande diversité. Même chose pour les logements conventionnés qu'on est obligé à réaliser, environ donc, un logements quart. Conventionnés, c'est des logements qui sont vendus à un prix inférieur à celui du marché. Correct. Et qui représentent environ un quart du minimum de logement qu'on doit réaliser à Tour et Taxi. Oui, alors justement, on va y venir à cette question du coût du logement, parce que c'est également une des critiques du comité de quartier maritime, qui est un autre opposant au projet. Je vous propose d'entendre une de ses représentantes. On a peur de l'impact sur la mobilité du quartier. Il y a déjà beaucoup de tensions sur la mobilité et aussi sur notre petit parc qui devient dérisoire en fait si on ajoute plus de 2000 personnes peut-être, sachant qu'il y aura aussi des gens qui vont travailler. Donc ça va créer des flux de personnes qui nous font un petit peu peur. Et aussi, on est très 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 embêtés par rapport au projet d'appartement lui-même en fait. C'est-à-dire que ça ne répond pas du tout à la crise du logement que subit la ville. On connaît tous des gens qui ont des problèmes pour se loger et dans ce projet-là, ça touche une certaine population qui n'est pas forcément représentée à Bruxelles. Le prix au mètre carré est quand même bien plus élevé que ce qu'on peut trouver ailleurs dans la ville. C'est un public haut de gamme qui est touché. Si on regarde par exemple les sites internet, la promotion qui est faite de ce site de la part de Nextensa, on voit que c'est quand même vraiment des produits d'investissement. Et on dirait que le souci du logement et la possibilité pour les gens de pouvoir accéder à des logements n'a pas l'air d'être la priorité de ce projet.
Alors Peter de Durpel, est-ce que ces logements, ce sont des logements de luxe en grande partie? Non, pas du tout. Je peux être très transparent par rapport à ça. Nos prix moyens, c'est de 3 800 € par mètre carré vendable. Et donc par rapport au prix du marché, on est à 380 000 € pour un 100 mètres carrés, c'est ça? Environ, effectivement. Ce que je constate, c'est souvent, on fait la comparaison avec la moyenne, ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, qui parlent de 3 500. Mais ça, c'est pour des appartements existants où on doit investir encore beaucoup d'argent pour les rendre efficaces point de vue performance énergétique. Ici, on parle vraiment d'une nouvelle construction à un prix de 3 800 € par mètre carré. Alors 3 800 € le mètre carré, est-ce que ça vous semble trop élevé au vu de la qualité du logement, hein, puisque c'est ce que souligne le promoteur? En fait, c'est un problème qui dépasse le simple projet de Nextensa. C'est qu'en fait, aujourd'hui, à Bruxelles, on a en théorie assez de logements. C'est qu'on a besoin de logements abordables, en particulier de logements publics. On a assez de logements privés sur le marché, d'autant qu'on va avoir une stagnation démographique dans les années qui viennent. Donc ça ne sert à rien de continuer à construire un trop gros stock de logements. Et donc, que Nextensa fasse son projet ici, très bien, mais nous, en contrepartie, on voudrait qu'il y ait aussi du logement abordable et social. Sur le logement abordable, M. de Durpel parle d'un quart de logements conventionnés. Pour nous, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, il y a 12% de logements conventionnés purs et 12% de logements conventionnés qui est du logement conventionné plus 25. C'est-à-dire plus 25 Alors, pour c'est qu'on comprenne. 25% plus cher qu'un logement conventionné. Donc, si on prend, par exemple, une hypothèse basse d'un appartement à 350 000 €, un logement conventionné il serait à 260 000 €, un logement plus 25 serait à 325 000 €, ce qui fait une différence de 25 000 € avec le prix du marché. Pour nous, ce n'est pas du logement abordable. Oui, votre réponse, M. de Durpel? Tout d'abord, ce prix a été fixé et indexé, bien sûr. Et ça ne veut pas dire qu'on se limite seulement à ces prix des logements conventionnés, les autres prix aussi, parce que quand je parle d'une moyenne de 3 800, oui, effectivement, on n'est pas si loin de ces conventionnés plus. C'est pour ça qu'on a constaté bien que le PPS ne prévoit pas de logements sociaux, que le monde a changé, qu'il y a vraiment un besoin. C'est pour ça qu'on a intégré environ 60 logements sociaux maintenant dans le nouveau projet. Oui, on va y venir à cette question des logements sociaux, mais une question encore sur le prix de vente. Est-ce que 3 800 € le mètre carré, aujourd'hui, pour du logement neuf, ça vous paraît excessif? Est-ce que c'est excessif Puisque une des critiques, c'est de dire qu'il y a trop de logements haut de gamme. Hein. Mais ça dépend excessif par rapport à quoi? En fait, c'est dans le quartier où on se trouve, c'est déconnecté des réalités du quartier. Après, est-ce que c'est excessif pour des gens qui puissent se permettre? Ça, c'est une autre question. Ça dépend de quel point de vue on se place, évidemment. Oui, alors déconnecté par rapport au prix du quartier, Monsieur de Durpel? Non, je suis pas d'accord du tout. Nous avons aussi notre database pour voir qu'est-ce qui se passe aussi à Molenbeek et à Mille-Bruxelles, naturellement. Et les prix, je suis tout à fait d'accord que les prix ont augmenté les dernières années, aussi d'ailleurs pour le loyer, on l'a vu encore aujourd'hui dans les journaux. Mais sur notre site, il n'y a rien qui est excessif. Par contre, je dirais, parce que ça ne sert à rien de mettre des prix plus hauts si on ne les vend pas. Pour nous, le rythme de vente est important aussi, et je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il n'y a pas un besoin aussi dans les catégories moyennes. Le fait qu'on vend encore 2 appartements par semaine, c'est qu'il y a aussi un besoin, pas seulement pour les logements sociaux, mais aussi pour les autres catégories. Oui, une des critiques que vous faites également, c'est c'est des produits d'investissement pour les gens qui achètent. Vous voulez dire quoi par là? C'est l'idée qu'il y a quand même... Oui, le site de Tour et Taxi et le projet de Nextensa s'inscrit dans une dynamique de requalification du long du canal de Bruxelles. Donc c'est un projet parmi d'autres qui est aussi encouragé par les pouvoirs publics, hein, par la réaffectation de l'espace public, par le projet Canal et tout ça, qui font monter les valeurs immobilières dans le quartier. Et donc c'est vraiment une dynamique générale. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de votre question. Et donc, oui, par rapport à ce type de logement, quelles sont vos critiques fondamentales, je veux dire? Par rapport au type de logement qui est produit, prévu, qui ne répond pas aux besoins identifiés. Et quand monsieur dit, oui, finalement, on a aussi besoin de logements moyens. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on vend 2 appartements par semaine. Moi, je ne m'en fais pas pour le fait que
Nextensa puisse vendre ses appartements. Je voudrais réagir à une chose aussi qui a été dite, c'est sur les 61 logements sociaux qui sont annoncés dans le projet. Allez-y, oui. C'est que cette annonce, en fait, ne repose sur rien du tout. Il y a un premier permis qui a été délivré en 2009 pour le site de Tour et Taxi. On est aujourd'hui 15 ans plus tard, et c'est une semaine avant le début de l'enquête publique que Nextensa annonce 61 logements sociaux. Oui. Il n'y a aucun accord avec la SLRB. Le gouvernement donc c'est la société du logement de la région bruxelloise. Oui. Aujourd'hui, le gouvernement est en affaires courantes, donc il ne pourrait prendre aucune décision par rapport à ça. Et quand bien même ces 61 logements sociaux verraient le jour, 61 logements sur les 1400 logements de l'entièreté du site, ça fait 4% de logement social, ce qui n'est pas du tout raccord avec ce dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plutôt, dans les grands projets, d'imposer 25% de logement social. Oui, alors pourquoi cette annonce très tardive, finalement, de la construction de 61 logements sociaux? Certains disent que c'est purement opportuniste de votre part. Non, pas du tout. Mais on oublie souvent qu'il y a un processus qui prend du temps. C'est-à-dire, on l'a proposé. Entre-temps, il y a eu pendant 1 an l'étude d'incidence avec des recommandations. Et après la clôture de cette étude, on peut annoncer ce qu'on a modifié. Et c'est ce qu'on a fait directement après la clôture de cette étude, d'y intégrer donc les 61 logements sociaux, effectivement. Oui, mais vous croyez quoi? Qu'ils ne vont pas être construits, ces logements sociaux, qu'ils ne vont pas être achetés par la SLRB? Je crois d'abord, d'une part, qu'il n'y a aucune garantie aujourd'hui et que quand bien même ils seraient achetés par la SLRB, ils seraient achetés sans doute au prix du marché. On sait en tout cas que pour la SLRB, d'acheter un logement clé sur porte, ça lui coûte en moyenne 45 000 € plus cher que de construire un projet elle-même. On sait les difficultés financières de la région aussi et que donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de garantie. Ce qu'on voudrait, nous, c'est que les charges d'urbanisme, donc les charges d'urbanisme, ce sont des taxes qui sont imposées aux promoteurs, qui peuvent soit payer, soit réalisé en projet, soit affecté entièrement à la réalisation de logements sociaux sur le site. Oui, quand on vous dit qu'il n'y a pas de garantie que ces logements soient construits, et puis soient achetés par la Société du logement de la région bruxelloise qui gère le logement social. Là, je peux seulement dire jusqu'où va la responsabilité du développeur. Je crois que les comités d'action profitent pour le moment un peu de l'impasse politique à Bruxelles. Il n'y a pas de gouvernement, donc il n'y a pas de budget. Mais les jours où ces 60 logements sociaux seront achevés, tout le monde autour de cette table le sait qu'ils seront repris, disons. Donc c'est un peu un faux argument. D'ailleurs, je ne vois pas de critique vis-à-vis de Tour et Taxi, parce que le problème que vous venez de citer, c'est valable pour tous les projets aujourd'hui. Et donc, par rapport à ce mauvais procès que vous faites aux promoteurs c'est valable pour tous les projets, et on le dit pour tous les projets. Hein. Il n'y a pas de focus sur Nextensa particulièrement. Mais voilà, je rappelle 4% de logement social sur un projet qui va créer énormément de richesses et sur un terrain qui a été acheté pour une bouchée de pain. Pour nous, c'est peu de retour public. Oui, et juste une question aussi sur le prix de vente de ces logements sociaux, une fois qu'ils seront construits, le prix de vente à la Société du logement de la région bruxelloise. Les opposants disent que ce sera vendu au prix du marché et donc Nextensa fera sa plus-value sur ces logements également. Mais là aussi, il y a un processus à suivre et c'est la SLRB qui sera à ce moment-là une autre instance publique et on doit suivre leur proposition. Donc, ce n'est pas au prix du marché, certainement pas. Et on peut se mettre d'accord que ce ne sera même pas plus que, par exemple, le logement conventionné. Ça, c'est à voir plus tard, mais qu'on les propose et qu'on va les réaliser, ça, c'est bien sûr, et je crois qu'on ne peut pas critiquer ça. Oui, alors une autre question que je voudrais aborder, elle a été abordée par le comité de quartier maritime, c'est la question de la mobilité. Il y a des parkings souterrains qui sont prévus. Alors, pour vous, est-ce qu'il y a trop de places de parking que prévues ou pas? C'est une question épineuse parce que ça ouvre plein de questions. Donc effectivement, il y a un parking souterrain de 2 niveaux qui est prévu presque sous l'entièreté du projet, à part 2 tours, qui va avoir pour effet négatif en fait, d'imperméabiliser le site à 71%, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et en même temps, il y a une création de parking qui est faite, qui doit répondre à l'arrivée des habitants et des bureaux, qui vise à avoir moins de parking que nécessaire et au fil du temps de diminuer en fait, le nombre de parkings pour les habitants pour qu'ils soient utilisés pour l'événementiel à Tour et Taxi. D'un autre côté, il y a des habitants à côté pour qui on va créer une ligne de tram 15 qui va supprimer énormément de stationnement en voirie.
qui l'ont un peu mauvaise de voir qu'on supprime du stationnement en voirie alors qu'ils n'ont pas d'autres de garages privés, d'autres possibilités de se garer, et qu'à côté on fait du parking privé. Je pense qu'on pourrait étudier une mutualisation des parkings qui soit aussi ouverte sur le quartier. Mais du coup, si on fait une mutualisation, il faut prévoir assez de places. Si la région bruxelloise veut diminuer le nombre de places de voitures en voirie, il faut prévoir où est-ce qu'on va mettre ces voitures aussi. Oui, alors mutualisation des places de parking, est-ce que ça vous semble envisageable ? Tout d'abord, la mobilité a été étudiée aussi pendant 1 an lors de l'étude d'incidence. Et peut-être j'ai de bonnes nouvelles parce qu'on n'est pas pour le maximum de parking, parce qu'on constate aujourd'hui à Park Lane, les appartements se vendent bien, les parkings non. 1 sur 5. Et on est très content avec ça. C'est peut-être Donc ça veut dire que vous avez des parkings dont vous savez que faire aujourd'hui. Voilà, et qu'on propose même, s'il y a une possibilité, qu'on propose même pour qu'ils puissent être aussi loués par les riverains quand il y a un problème de stationnement dans la rue. Ouais. Et donc, par rapport à ça, est-ce qu'il faut garder le même nombre de places de parking tel que prévu dans l'enquête publique aujourd'hui, connaissant finalement ces difficultés pour la location ou l'achat de parking ? Par rapport au permis initial, on a diminué le nombre de parkings par 100-120, justement pour cette raison-là que les gens qui habitent Tour et Taxi, on est très contents avec ça, avec cette évolution, n'ont plus besoin d'une voiture ou qui utilisent des voitures partagées ou le shuttle ou n'importe quoi. D'ailleurs, le pont de Suzanne Daniel est une très bonne chose pour la liaison avec la gare du Nord, entre la gare du Nord et Tour et Taxi. Alors ça, est-ce que c'est de nature à vous rassurer, cet argument-là, ou pas vraiment ? En fait, il y a une dynamique générale des promoteurs immobiliers de faire moins de parking, parce que c'est une charge financière très importante, et comme monsieur l'a dit, qui est difficile à vendre et tout ça. Mais il faudrait avoir une stratégie régionale, en fait, de tout le parking, comme je l'ai dit, en voirie qui va disparaître. Où est-ce qu'on va mettre aussi ces voitures, même si les voitures vont avoir tendance à diminuer, on va quand même devoir pouvoir garer des voitures quelque part. Et donc, de faire trop peu de parking, ce n'est pas une stratégie à long terme qui est payante à mon avis. Oui, alors question encore sur les espaces publics. Il y a un parc actuellement qui est pas mal utilisé par les promeneurs, avec ces 2000 nouveaux habitants qui viendront sur le site à terme. Il y a une crainte de la part du comité de quartier de saturation de ce parc. Est-ce que c'est une crainte que vous partagez ? Mais je crois que ça, c'est vraiment un détail. Si on voit qu'aujourd'hui, déjà, on a environ 1 million, aussi avec les événements, 1 million de visiteurs déjà dans le parc. Donc, cette différence, ça ne va pas faire grand-chose. D'ailleurs, ces 2000 habitants ne vont pas utiliser le parc tout le temps aussi. Mais on a déjà beaucoup. C'est un succès, le parc. Et soyons contents que c'est vraiment un succès. La saturation, nous, on n'en a pas peur. Et vous en avez peur que cet espace public ne suffise pas, en fait ? Non, en tout cas, je pense que ce parc il est vraiment nécessaire, particulièrement dans ce quartier, comme on l'a dit, qui est très très dense et qui manque d'espace vert. Et voilà, c'est un parc qui est en fait payé par une charge d'urbanisme d'1,6 million d'euros. Donc voilà, quelque part, les pouvoirs publics ont payé ce parc aussi. Oui. Alors, il n'est toujours pas propriété, il est toujours propriété de Nextensa. Il devrait être, si tout va bien, je pense, cédé à la fin du projet. Moi, je constate seulement que monsieur est plus au courant des prix qu'on a payés dans le temps que moi-même, donc je ne vais pas réagir à ça. Alors juste une question, là on parle d'une enquête publique qui porte sur 16 bâtiments. Les 16 bâtiments, si vous avez le permis, ne vont pas être réalisés en même temps, j'imagine. Mais certainement pas. Il y aura 3 ou peut-être 4 phases parce qu'on ne peut pas mettre trop de logements en même temps aussi. Sur le marché, ça doit être bien défini, mais j'estime que ce sera fait en 3-4 phases. Oui, donc on imagine que c'est encore une dizaine d'années pour terminer l'urbanisation du site Tour et Taxi. Ça fait maintenant 25 ans qu'on est en train de développer le site et ça prendra encore une dizaine d'années. Voilà, merci en tout cas d'avoir échangé vos arguments sur le plateau. L'enquête publique, elle se déroule jusqu'au début mars et vous pouvez chacun faire vos remarques à propos de ces projets de développement. Merci d'avoir suivi Plus d'actu. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.